Donc, je sais pas comment vous voulez qu'on pourrait. Émilie? Ah, pardon, je suis désolée, c'est que le son a coupé, alors j'ai Il pas n'y a pas de entendu. problème. Il n'y a pas de problème. Je vais couper ma vidéo comme ça, peut-être que ça passera beaucoup mieux. C'est toujours un peu compliqué l'après-midi. Hop, voilà. Donc je disais, oui, comme nous ne sommes pas très nombreux, hein, en fait, pour l'instant, il y a que toi. Ouais. Donc je te Ok. propose qu'on fasse un petit tour un peu plus personnalisé, du coup. J'avais Ok. prévu quelque chose de très général, mais on va essayer d'aller à l'essentiel. D'accord, Voilà. ok. Sauf si d'autres personnes se présentent, quelqu'un Oui, bien reprendra le sûr. cours classique. Voilà, donc un petit tour sur la cybercriminalité. Euh, donc voilà, il faut savoir que depuis le confinement, elle est en forte hausse. Pourquoi? Parce qu'elle est liée principalement au télétravail. Et pourquoi est-ce qu'elle est liée au télétravail? Tout simplement parce que des milliers et des milliers de personnes ont dû se retrouver en télétravail, c'est-à-dire loin de leur réseau d'entreprise, loin de la protection de leur réseau d'entreprise pour travailler. Et du coup, ça ouvre beaucoup de possibilités à tous les cybercriminels. Donc voilà, ça passe par les fausses applis coronavirus, les ransomware, les cryptolockers, les keyloggers, les faux services informatiques qui vous appellent pour avoir votre login et votre mot de passe, l'hameçonnage, le phishing, etc., etc. Mhm. Est-ce que tu connais tout ça ou il y a Oui, des oui, choses qui te sont enfin, un totalement... petit peu, ouais. Un petit peu. Pas beaucoup, pas dans les détails et dans les termes techniques, on va dire. D'accord. Alors, il y a Johanna qui pose une question. Le ransomware, qu'est-ce que c'est? Le ransomware, c'est tout simplement un, comme un virus qu'ils arrivent à installer sur votre système informatique qui va crypter des données ou bloquer votre ordinateur. Et pour pouvoir récupérer la main sur votre ordinateur ou vos données, ils vont tout simplement vous demander de payer. Voilà. Ok. C'est très courant, c'est le truc à la mode. Ça arrive de plus en plus de sociétés se font crypto-loquer, et pas que des multinationales, ça arrive aussi sur des petites sociétés, 20, 30, 40, 50 employés. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut faire, enfin, il faut être vigilant. Ça peut vraiment toucher tout le monde. Les keyloggers, on y reviendra un tout petit peu plus tard, mais les keyloggers, c'est encore un petit programme qui est installé sur votre ordinateur et qui va récupérer les logins et mots de passe, tout simplement, que vous tapez. Donc ça peut être assez problématique. Les faux services informatiques, bah, c'est le plus simple, c'est le plus simple du monde. C'est le hacking le plus simple à réaliser. On appelle quelqu'un, on regarde sur un réseau social d'entreprise, par exemple, sur LinkedIn, ou on regarde la personne travaille dans telle et telle société, très bien. On apprend beaucoup de choses sur elle. Et puis après, on l'appelle par téléphone et on se fait passer pour le service informatique qui doit faire des mises à jour et qui a besoin de son login et de son mot de passe. Voilà. Mhm. Hop, l'hameçonnage ou phishing aussi, c'est l'art de vous envoyer un mail qui ressemble à s'y méprendre à un mail officiel pour vous amener à saisir votre login et mot de passe toujours sur une page qui ressemble vraiment trait pour trait à l'original, mais qui n'est pas la page officielle. Et là, ils récupèrent vos logins et mots de passe et ils peuvent ensuite aller sur l'officiel pour les utiliser.
Donc voilà, en fait, la sécurité informatique, c'est pas vraiment une question de technique, c'est avant tout une question de vigilance, voilà, et surtout les utilisateurs. Voilà. Les Mmh. utilisateurs sont la première porte d'entrée pour les hackers. Voilà. Ils vont très rarement essayer de forcer un système de sécurité. Ils vont plutôt essayer de passer par l'endroit le plus simple, c'est-à-dire l'utilisateur. Bien sûr, aucun système n'est parfait. Ça n'existe pas. Donc vraiment, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut faire, c'est cartographier toutes les faiblesses de notre système. C'est-à-dire qu'on identifie les éléments qui peuvent poser problème et pour être en capacité de mieux réagir si jamais euh, on identifie qu'il y a eu un usage de cette faille. Il y a aussi une chose très très importante, c'est les responsabilités légales. Donc il faut bien faire attention à tout ce qui est données personnelles parce que l'entreprise est responsable de ces données personnelles. Donc si un hacker est rentré sur notre système, a volé des données personnelles de nos clients, par exemple, euh, eh bien, il faut savoir quoi faire ensuite. Voilà, notamment au regard de la RGPD, il faut savoir que on doit en informer et la CNIL et l'utilisateur final. Celui qui s'est fait pirater ses données chez vous doit être averti qu'il y a eu une violation de données pour qu'il puisse éventuellement réagir. Enfin, il doit être au courant, dans tous les cas, il doit être au courant que des données ont été dérobées. Alors, un des nerfs de la guerre de la sécurité informatique, ça reste quand même les mises à jour. Ça, c'est l'aspect technique. Il faut vraiment faire ces mises à jour. Ne pas les remettre à demain et les vérifier régulièrement parce que tous les logiciels ne se mettent pas à jour automatiquement. Voilà. Donc, c'est assez important de lancer ces mises à jour, de les faire. Et notamment, quand ce sont des mises à jour de sécurité, il faut vraiment euh, les faire au plus vite. Là encore, les mises à jour, c'est pas juste les mises à jour de Windows ou du Mac ou OS X ou de son téléphone. C'est les mises à jour de l'intégralité des logiciels qui ont reçu des mises à jour. Quasiment maintenant, tous les logiciels sont des logiciels qui communiquent, sont des logiciels communicants. Ils ont tous un lien avec Internet, donc ils ont tous besoin d'un accès Internet. Et ils sont tous susceptibles d'avoir une faille de sécurité qui permettrait à un hacker, la connaissant, de pouvoir utiliser ce logiciel pour arriver à ses fins sur votre ordinateur. Voilà. Donc il est extrêmement important de faire la mise à jour de tous les logiciels dont on dispose. C'est ce qui est encore de plus efficace. Les comptes utilisateurs. Très souvent, dans les petites structures, la majorité des utilisateurs sont sur des comptes administrateurs. C'est-à-dire qu'ils ont la main totale sur les logiciels qu'ils peuvent installer sur leur ordinateur, euh, les mises à jour, etc., etc. Il faut savoir que si l'utilisateur qui donc, utilise cet ordinateur a le compte administrateur, eh bien, le hacker potentiel qui arrive sur cet ordinateur a aussi le compte administrateur. Donc, il est essentiel que sur un ordinateur utilisateur, enfin n'importe qui en fait, même un administrateur, ne devrait jamais se connecter en tant qu'administrateur sur une machine, sauf pour y installer des logiciels ou pour faire des mises à jour. Il est préférable vraiment de créer un compte utilisateur standard avec des droits réduits
quitte à donner le mot de passe administrateur, si on est vraiment une petite structure, quitte à donner ce mot de passe administrateur et ce login administrateur quand même à l'utilisateur. Mais dans tous les cas, l'utilisateur doit vraiment travailler sur son ordinateur avec un compte utilisateur standard. C'est le meilleur moyen pour se mettre à l'abri d'une utilisation ou d'une installation d'un logiciel non voulu, non souhaité. Parce que si on est en compte administrateur, très souvent, il suffit de cliquer malencontreusement sur quelque chose pour que l'installation se lance. Alors que si on est en compte utilisateur standard, le fait de cliquer sur l'élément d'installation va en fait va demander l'accès à l'utilisateur. Donc, il va lui demander de saisir son mot de passe administrateur. Et donc, du coup, il pourra réagir en disant, mais j'ai pas du tout demandé d'installer quoi que ce soit. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important dans la sécurité, et notamment des petites entreprises. Là encore, très souvent, ce n'est pas fait. Et puis, bien sûr, on y vient, hein, le mot de passe. Le mot de passe, aujourd'hui, c'est devenu l'élément essentiel de la sécurité informatique. Et puis, bah, c'est souvent aussi par là qu'il y a des problèmes. C'est souvent le maillon faible aussi. Donc, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Des points à éclaircir? Non, c'est bon pour moi, merci. Non? Ok. Donc, 9 conseils pour, pour les mots de passe. Voilà, il faut bien sûr, alors c'est le plus difficile, je sais, c'est utiliser un mot de passe différent pour chaque service, pour chaque mot de passe en fait. Et on finit par en avoir 40, en effet. Mais pour ça, on peut utiliser un gestionnaire de mots de passe. Il en existe plusieurs. Je vais copier le lien, voilà, des plus connus dans le chat. Ça permet, c'est des petits coffres forts en fait qui permettent de stocker vos différents mots de passe. Ça peut être assez utile quand on n'a pas une mémoire d'éléphant. Utiliser un mot de passe fort est impossible à deviner. Là encore, l'idée, c'est vraiment d'utiliser un mot de passe qui n'ait rien à voir avec votre vie privée. Le nom de l'enfant, le nom du chien, l'endroit où on est parti en vacances, l'année de naissance, tout ça, il faut oublier. Voilà. Parce que tout ça, vous l'exposez potentiellement sur les réseaux sociaux, par différents canaux, même dans vos courriers, etc. Il peut y avoir dans vos échanges de SMS, voilà. Donc vraiment, l'idéal, c'est d'avoir un mot de passe fort et impossible à deviner, voilà, qui n'ait aucun lien avec vous. Donc je donne un exemple. J'étais au marché hier, j'ai remplacé des lettres par des chiffres, etc. Il faut allier majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux dès que c'est possible. Et essayer d'avoir un mot de passe qui contient plus de 8 caractères. Généralement, on conseille plutôt 12 maintenant. Il y a une période, c'était 8. Maintenant, on conseille un petit peu plus, 12 caractères, c'est pas mal. Changez votre mot de passe au moindre soupçon. Voilà. Si vous avez un doute sur le fait que, par exemple, vous recevez un mail qui vous dit que une demande de changement de mot de passe a été faite sur votre compte et que vous n'en êtes pas l'auteur, dites-vous que la personne a peut-être trouvé la piste de quelque chose, donc à la limite, il vaut mieux changer carrément le mot de passe.
Ou si vous voyez une activité qui vous paraît louche sur un de vos comptes, c'est pareil, on change le mot de passe. Ne communiquez jamais un mot de passe à qui que ce soit. C'est-à-dire votre mot de passe utilisateur, il doit rester strictement personnel. Je ne le donne pas à un collègue. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que ce collègue peut l'écrire, parce que on ne sait jamais. Dans tous les cas, la règle d'or, c'est qu'on ne donne jamais un mot de passe. N'utilisez pas vos mots de passe sur un ordinateur partagé. Alors, ordinateur partagé dans le sens ordinateur dont l'entreprise ne maîtrise pas la provenance, entre guillemets. Imaginons, vous êtes à l'extérieur, il y a un ordinateur à disposition, vous avez quelque chose à faire rapidement, l'idée, enfin, c'est vite fait, on se connecte, on regarde nos mails, etc. Ouais, mais on ne sait pas s'il y a un keylogger installé sur cet ordinateur. On ne sait pas si cet ordinateur est bien protégé. Donc il faut vraiment éviter d'utiliser un ordinateur partagé, qui est en libre service, entre guillemets. Et activer la double authentification dès que cela est possible. Alors la double authentification, c'est, on le voit de plus en plus, hein, notamment pour les banques par exemple, c'est le fait de recevoir par exemple un SMS avec un code qui nous permet de valider que nous sommes bien le propriétaire de ce compte et que qu'il n'y a pas de doute possible. Il existe tout un tas de double authentification possibles. Vraiment, c'est quelque chose, lorsque c'est disponible, il faut impérativement le faire. C'est l'élément le plus fort en sécurité qui puisse être mis en place aujourd'hui sur les comptes, enfin tout ce qui est sécurité grand public, on va dire. Hein. Après, il y a des clés de sécurité, il y a tout un tas de choses qui peuvent exister, mais pour les petites, moyennes entreprises, etc., l'authentification à double facteur, ça reste quand même ce qui se fait de mieux. Et changer les mots de passe par défaut. Voilà, parce que très souvent, on vous crée des mots de passe et, et on est tenté de pas le changer, en fait. Donc, vraiment, il faut les changer. Parce que il arrive souvent que les mots de passe créés par défaut soient des mots de passe qui suivent un schéma. Il suffit que le hacker comprenne l'un de ces schémas et il est capable de retrouver n'importe quel mot de passe utilisateur. Alors, faut-il changer son mot de passe régulièrement même si on n'a pas de soupçon? Alors, tout dépend. S'il n'y a pas s'il n'y a pas d'authentification à double facteur, en effet, il faut le changer régulièrement, même s'il n'y a pas de soupçon. Voilà. Régulièrement, ça peut être, tout dépend de du côté sensible qui se trouve derrière. Si c'est un mot de passe ou un obscur service en ligne où vous n'avez rien stocké de spécial, c'est pas vraiment très 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 grave. On peut le changer qu'une fois par an, par exemple. Si c'est votre mot de passe de messagerie principale, faudrait presque le changer tous les 3 mois. Voilà. Maintenant, si la double authentification est activée, on peut considérer que tant qu'on n'a aucun soupçon, on n'est pas obligé de changer de mot de passe. Et bien sûr, le mot de passe le plus important de tous, c'est le mot de passe de votre messagerie principale. C'est celui qui doit être le plus fort. Tout simplement parce que c'est souvent celui avec lequel
enfin, cette messagerie principale est souvent celle avec laquelle vous créez tous les autres comptes. Le compte, enfin absolument tout. Ce qui fait qu'en fait, si le pirate arrive à atteindre votre messagerie principale, il atteindra tout le reste, puisqu'il lui suffira d'aller sur un autre service, de rentrer votre mail, de rentrer un mot de passe quelconque, il va voir que ça fonctionne pas, et là, il va demander de recevoir son mot de passe. Et où est-ce qu'il va être envoyé ce mot de passe? Il va tout simplement être envoyé sur votre messagerie principale. Voilà, donc s'il rentre sur votre messagerie principale, vous avez un gros problème. Ouais. Est-ce que vous avez des questions sur les mots de passe et les bonnes pratiques? C'est bon? Ensuite, en situation de télétravail, très souvent on est tenté ou pas d'ailleurs, mais on peut être amené à travailler sur du matériel pro, perso, d'ailleurs en situation de télétravail ou pas d'ailleurs, mais voilà, très souvent on peut être amené à travailler sur du matériel personnel. Il faut faire attention à pas utiliser les mêmes mots de passe. Déjà, on a dit tout à l'heure, hein, c'est un mot de passe différent par service, mais ne pas utiliser les mêmes schémas de mots de passe pour le pro et pour le perso. Voilà. Que l'un ne mette pas en danger l'autre, c'est assez important. Ne pas mélanger vos messageries pro et perso, parce qu'on peut être tenté de tout recevoir sur Outlook, par exemple. Il vaut mieux éviter ce genre de pratique. N'utilisez pas de service cloud personnel à des fins professionnelles. Par exemple, je suis au bureau, je veux m'envoyer quelque chose pour travailler de chez moi, et j'ai un Dropbox privé sur lequel je mets mes photos de vacances. Ouais. Bah, faut vraiment éviter ce genre de manipulation. Voilà. Le professionnel doit rester professionnel, le personnel personnel. Donc, il vaut mieux se créer un Dropbox professionnel plutôt que d'utiliser un service personnel à des fins professionnelles. Faire des mises à jour de sécurité également de votre matériel personnel, parce que si vous l'utilisez à des fins professionnelles, euh, il faut faire les mises à jour de sécurité. Et même pour vous, de toute façon, même à des fins personnelles, c'est important de faire les mises à jour de sécurité parce que vos comptes ne sont pas à l'abri. Il y a des hackers qui s'attaquent principalement aux entreprises, mais il y en a qui s'attaquent principalement aux particuliers. Toujours utiliser une solution de sécurité de type antivirus. Et généralement, éviter les antivirus plus ou moins gratuits. Voilà. Soit ils n'ont pas toutes les fonctionnalités, soit ils sont pas très performants. Voilà. Donc c'est assez important d'avoir une solution antivirus sur son matériel, qu'il soit professionnel ou personnel. Des conseils d'antivirus. Si vous avez Windows 10, il faut savoir que si vous faites toutes les mises à jour de sécurité, etc., l'antivirus directement intégré à Windows 10 est tout à fait suffisant et performant. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Mais si vous voulez aller plus loin, il existe Bitdefender, il en existe pas mal, il existe Norton, voilà. Bitdefender est pas mal parce qu'il permet à la fois de protéger ses appareils mobiles, les Mac et les PC. Voilà. Donc il fait un petit peu tout et de façon plutôt efficace.
Ouais, je n'ai pas de part chez Bitdefender. Il faut absolument se méfier de tous les supports USB, qu'ils soient disque dur, USB externe ou clé USB. Voilà. Si on vous offre des clés USB promotionnelles, normalement, la règle d'or voudrait qu'on ne les utilise jamais. On ne sait pas ce qui a pu être installé sur ces clés USB. Sachant qu'au mieux, ce sera un virus, pas très méchant, qui va récupérer quelques informations, ou utiliser votre ordinateur à des fins de pirater d'autres systèmes plus gros. Au pire, ça peut crypter totalement votre ordinateur, ou même, pourquoi pas, le faire surchauffer et le détruire, entre guillemets. Ça existe. Il y a des clés USB qui font ça. Alors, j'ai souvent entendu que les Macs sont plus difficiles à pirater, c'est vrai. C'est vrai et faux à la fois. Ils n'ont pas les mêmes mécanismes. Ils sont un tout petit peu plus durs à pirater. Voilà, pour faire simple, ils sont un tout petit peu plus durs à pirater. Ils sont un peu moins répandus, quoique ces dernières années, ça commence à devenir faux. Donc, il y a de plus en plus de virus et de pirates qui s'intéressent au Mac. Donc, ils sont un peu plus difficiles à pirater, c'est vrai. Mais le maillon faible, c'est souvent l'humain. Donc, si l'humain ne fait pas attention, il sera aussi vite piratable qu'un PC. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet usage pro-perso? Ah oui, et 8e point, éviter les réseaux Wi-Fi publics ou inconnus. Voilà, véritablement, c'est un fléau. Les Wi-Fi publics sont faits pour de la consultation, mais n'allez surtout pas rentrer vos coordonnées bancaires pour acheter quelque chose ou vous connecter à votre compte professionnel de messagerie depuis un réseau Wi-Fi public. Parce qu'en fait, n'importe quel hacker qui serait connecté au même réseau Wi-Fi public pourrait intercepter quasiment tout ce qui va transiter par ces Wi-Fi publics. Donc le McDo ou le bar du coin, vous oubliez. Vraiment, vous ne l'utilisez pas. Il vaut mieux utiliser votre téléphone portable en partage de connexion qu'utiliser un Wi-Fi public. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces usages pro-perso? Bon voilà, au moins ce petit point aura permis d'éclairer Émilie sur quelques petites choses. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression de toujours faire ce qu'il ne faut pas. Mais voilà, c'est si ça peut, voilà, vous aider à prendre conscience et propager un petit peu tout ça autour de vous, eh bien, vous aurez une façon de travailler un peu plus sécure et, et un peu plus tranquille. Quelques conseils sur les appareils mobiles. Alors, les appareils mobiles, euh, il est toujours important de mettre un code d'accès ou un verrouillage. Un appareil mobile en situation professionnelle, même personnelle, enfin, voilà, on a compris que même le personnel, ça pouvait faire beaucoup de dégâts. Un matériel mobile, par définition, il peut être volé. Il peut être consulté pendant que vous l'avez posé sur une table et que vous êtes sorti, ou peu importe, ou que vous ne regardez pas. Il est important de le verrouiller, c'est-à-dire qu'il ne doit, le simple fait de l'activer ne doit pas pouvoir permettre à la personne d'accéder à son contenu. Donc il y a des codes d'accès, les verrouillages digitaux, enfin voilà, le facial, etc. Plein de façons de verrouiller un téléphone.
ou une tablette. Ils doivent tous être verrouillés. Et même un ordinateur portable doit être verrouillé également. Il faut chiffrer les données de l'appareil aussi. Parce qu'après, si le voleur récupère le téléphone mais qu'il n'est pas chiffré, donc il n'est pas crypté, eh bien il va pouvoir assez facilement récupérer toutes les données, les photos, tout ce qui est stocké dessus en fait. Voilà, absolument tout. Donc il est important de chiffrer les données de l'appareil. Généralement, le chiffrage se fait dans les paramètres de l'appareil. Il y a toujours. Alors sur Android, c'est très facile, il suffit de lancer paramètres, et puis dans la petite barre en haut de recherche, on tape chiffrer, et on tombe directement sur le paramètre de chiffrage de l'appareil, ce qui permet de le chiffrer assez facilement. Sur iOS, j'avoue que je ne sais pas comment on chiffre l'appareil. S'il y a des usagers d'iPhone qui savent, ils peuvent le partager ici dans le chat. Bien sûr, il faut toujours appliquer les mises à jour de sécurité également sur ces appareils mobiles, tablettes, smartphones, voilà, c'est important aussi. Faire des sauvegardes, que ce soit dans le cloud ou des sauvegardes physiques sur son ordinateur, etc. Il faut toujours essayer de sauvegarder ces données sur mobile. Tout simplement parce qu'on peut le perdre, on peut se le faire voler, il peut être détruit. Voilà, il y a plein de façons de perdre ces données bêtement. Et contre ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est les sauvegardes. N'installer des applications que depuis les stores officiels. Voilà, c'est simple. On n'installe pas d'applications trouvées comme ça sur le web, sur une page, sur un blog. Non, on l'installe depuis le store officiel du mobile. App Store pour iOS, et puis Google Store pour les Android. Contrôler les autorisations de vos applications. Il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui sont très curieuses sur vos données personnelles. Trop curieuses. Donc il faut faire attention, il faut contrôler, c'est-à-dire que lorsque vous installez une appli, vérifiez derrière ce qu'elle demande comme autorisation. Est-ce qu'elle a besoin de ces informations-là pour fonctionner? Si elle n'en a pas besoin et qu'elle en demande beaucoup, vous pouvez vous dire qu'il y a un problème avec cette application. Donc mon conseil, c'est de ne pas l'installer. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, faire une vérification et véritablement s'intéresser aux données qui sont autorisées aux applications. Ne laissez pas votre appareil sans surveillance, donc ça je le disais, hein, parce que tout simplement quelqu'un peut venir dessus, se connecter dessus 5 minutes, 2 minutes, 1 minute, et récupérer tout un tas d'informations. Et ça peut même aller plus loin dans le télétravail, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer, on a notre fils qui est là, et puis on s'absente 2 minutes pour aller faire quelque chose, il se positionne devant l'écran, il appuie sur quelques touches. C'est un petit, hein, c'est un enfant. Les ados savent faire, mais voilà, il peut supprimer des choses, des données professionnelles, etc. Donc vraiment, faut faire attention à ça. Donc verrouiller son matériel dès qu'on s'absente. Éviter les réseaux Wi-Fi publics ou inconnus. Donc ça, je le redis encore, hein, c'est on ne travaille pas en télétravail sur un réseau Wi-Fi public ou inconnu. Voilà, on travaille soit avec son partage de connexion de téléphone, soit avec un Wi-Fi connu. Voilà, connu dans le sens où c'est le Wi-Fi d'entreprise, c'est son propre Wi-Fi chez soi, qui est sécurisé bien sûr. Il faut le sécuriser aussi. Il faut pas qu'il soit libre d'accès à tout le monde. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça à éviter. Et ne stockez pas d'informations confidentielles sans protection. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui englobe tout ça.
Il faut chiffrer les données, il faut des codes d'accès, il faut des verrouillages, il faut des mots de passe forts, etc. Est-ce qu'il y a des questions sur les appareils mobiles? Les réseaux sociaux, donc bien sûr protéger l'accès à vos comptes, hein. Les réseaux sociaux, c'est des endroits où on peut trouver tout un tas d'informations sur vous, ou sur vos proches d'ailleurs, ou sur vos collègues, ou sur vos partenaires. Euh, donc il est essentiel que tout comme votre messagerie principale, vos réseaux sociaux soient extrêmement bien protégés en termes de mots de passe, d'accès, d'autorisation. Il faut faire très attention. Utilisez en conscience l'authentification avec votre compte. Voilà, sur les sites tiers. Très souvent, on voit se connecter avec machin, se connecter avec truc. Voilà. Alors, il n'y a pas de danger imminent. Les hackers ne vont pas prendre contrôle de votre réseau social par ce biais-là. Par contre, ils vont demander des autorisations sur tout un tas de données qui vous concernent. Donc là encore, c'est pareil. Est-ce que cette authentification sur ce site tiers, ne demande pas trop d'informations? Généralement, quand on se connecte avec une authentification via un réseau social sur un site tiers, on a un petit pavé qui s'affiche avec ce site vous demande l'autorisation d'accéder à ça, 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 ça. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Est-ce qu'on est en capacité d'autoriser ou pas? Si on a un doute, il vaut mieux créer un compte libre, sans lien avec aucun réseau social, pour éviter justement que ce site tiers récupère tout un tas d'informations sur vous, vos amis, vos collègues, etc. Contrôler les applications tierces, donc c'est ce que je viens de dire, c'est vraiment faire attention à ce qu'ils vous demandent comme autorisation, parce qu'ils peuvent récupérer votre nom, votre prénom, bon bah ça c'est pas gênant, votre adresse, ça commence à être un peu plus gênant, votre liste d'amis, etc. Donc voilà, tout un tas de choses comme ça à faire. Il faut être méfiant. Vérifiez régulièrement les connexions à votre compte. Il n'y a rien de pire qu'un réseau social dormant, parce qu'on ne pense pas à changer le mot de passe, parce qu'ils sont la proie privilégiée des hackers. Il faut savoir qu'à peu près tout le monde, à peu près tous les réseaux sociaux se sont fait pirater leur base de données d'utilisateurs au moins une fois ces 5 dernières années. Donc, moi, je me suis retrouvé, par exemple, avec un compte Instagram qui a été piraté. Alors maintenant, il vit sa propre vie, hein, ce compte. Hein, voilà, je l'ai laissé vivre, mais il a créé sa vie tout seul. Instagram s'est fait pirater, je crois, il y a 2 ans. Et les mots de passe et les logins se sont retrouvés sur le dark web. Et puis voilà. Il y en a qui se sont amusés avec. Donc voilà, faire très attention. Et en gros, si vous n'utilisez plus un réseau social, supprimez le compte. Vraiment, il faut pas s'embêter, il faut pas le laisser vacant parce que déjà ça peut vous desservir. Et puis ils peuvent avoir accès à tous vos contenus antérieurs, ce qui est pas très cool non, qui est pas très sympa. Donc l'idéal c'est lorsque vous n'utilisez plus un réseau social, vous le clôturez, quitte à le réouvrir plus tard. Mais voilà. Voilà. Si vous avez d'autres questions, nous avons fait à peu près le tour. Euh, je suis à votre écoute.
OK, très bien. Eh bien, voilà.